3 minutes, c'est tout. 3 minutes pour interrompre le plus grand événement, vous vendre une voiture, vous vendre une bière, vous vendre des congés hors de prix pour vous, puis rendre le ballon à 22 joueurs et faire comme si rien n'était. Voilà le monde que la FIFA a construit pour le mondial 2026. Plus on l'observe, plus il est difficile de faire semblant que tout cela a jamais été une histoire d'eau. Nous y voilà. Une semaine après le début du tournoi, ce qui devait rester une annonce discrète sur la protection des joueurs est devenu le débat le plus bruyant et amer du tournoi. Pas les buts, pas les surprises, pas le drame sur le terrain. Le débat porte sur une pause de 3 minutes qui intervient 2 fois par match à chaque match, qu'il fasse près de 38 degrés dehors ou 18 degrés avec une légère brise sous un toit fermé dans un stade climatisé. Là se concentre la colère. Voilà ce que les joueurs critiquent en conférence de presse. Voilà ce que les entraîneurs exploitent au bord du terrain. Voilà ce que les supporters huent en tribune. Et c'est ce que Fox Sports transforme silencieusement en 250 millions de dollars. Reprenons tout, suivons chaque piste. La médecine, le politique, l'argent, les entraîneurs, les joueurs et l'homme assis au sommet de tout cela. Celui qui a dit au monde entier du football de se calmer et de se détendre. Commençons par ce que c'est réellement, parce que le cadrage compte. La FIFA a instauré des pauses obligatoires, de 3 minutes à la 22e minute de chaque mi-temps pour chaque match de cette mondiale. Chaque match, 104 rencontres, qu'il fasse chaud ou froid, en intérieur ou en extérieur, à Miami ou à Toronto. La règle s'applique partout pareil, sans exception, sans seuil de température, sans marge pour l'arbitre. Une fois autour de la 22e minute de la première période. Une fois autour de la 67e minute de la seconde. Les joueurs boivent, le jeu s'arrête net. Et la diffusion bascule. La FIFA l'avait annoncé dès décembre 2025 en présentant cette mesure comme une initiative pour le bien-être des joueurs, tirée des leçons de le mondial des clubs de l'été précédent, lorsque la chaleur extrême dans plusieurs villes américaines avait inquiété les équipes médicales et placé certains joueurs dans des situations dangereuses. La logique se tenait. Vous organisez le plus grand tournoi mondial dans des villes d'Amérique du Nord en juin et en juillet. Les températures peuvent grimper et elles grimperont. Vous voulez anticiper, pas réagir trop tard. Et lorsque vous êtes l'instance dirigeante d'un sport mondial, vous ne pouvez pas prévoir un régime de pause pour les matchs très chauds et un autre pour les matchs plus frais sans créer un chaos immédiat autour de la question de savoir qui décide ce qui est assez chaud. La FIFA a donc simplifié. Tous les matchs auront des pauses, pas de débat, pas d'exception. Affaire classée. Sauf qu'elle ne l'était pas. Pas du tout. L'argument médical est en réalité la partie la plus nette de toute cette histoire. Si vous interrogez les experts dont toute la vie professionnelle consiste à protéger les sportifs, ils ne sont pas opposés aux pauses. Ils estiment même qu'elles ne vont pas du tout assez loin. Douglas Casa, qui dirige un institut consacré à la prévention de la mort subite dans le sport, a déclaré publiquement que 3 minutes ne suffisaient tout pas. Il a demandé des arrêts d'au moins 5 minutes, de préférence 6. Ce n'est pas une critique de l'idée. C'est une critique de sa mise en œuvre. Mike Tipton, chercheur à l'université de Portsmouth, spécialiste des environnements extrêmes, a souligné que plusieurs sites de 2026 risquaient de dépasser le seuil de chaleur à haut risque recommandé pour les coups d'envoi de l'après-midi, et que le changement climatique avait aggravé ces projections, et non l'inverse par rapport au tournoi précédent. Autrement dit, les vrais spécialistes en physiologie sportive et pathologie de chaleur disent essentiellement que la FIFA a eu la bonne intuition, mais qu'elle n'a pas suivi la science jusqu'au bout. C'est un point politique majeur, noyé dans le bruit. Car lorsque le débat est présenté comme une opposition entre la FIFA et le bon sens, les scientifiques soutiennent le principe de la FIFA tout en contestant le fait que son application soit suffisante. Cette distinction compte parce qu'elle retire l'argument facile contre les pauses, à savoir qu'elles seraient médicalement inutiles. Ce n'est pas ce que disent les médecins. Les médecins disent que ces pauses devraient être plus longues, pas plus courtes. Mais la médecine n'est qu'une partie de l'affaire. La politique, elle, est autre chose. Gianni Infantino, le président de la FIFA, vit l'un des mondiaux les plus étranges de l'histoire de l'organisation, ce qui n'est pas peu dire au vu du passé de la FIFA. À la veille du tournoi, alors que les journalistes l'interrogeaient, des scandales de visa touchant des responsables africains aux inquiétudes exprimées par les Nations Unies sur les politiques migratoires pouvant affecter les joueurs et le personnel, la réponse publique d'Infantino a été de dire au monde du football de se calmer et de se détendre. Crier et hurler ne trouvent pas de solution, a-t-il affirmé.
Une remarque forte quand on dirige une organisation qui vit depuis des années sous un nuage de corruption et qui accueille aujourd'hui son tournoi le plus ambitieux commercialement, sur un continent où le politique du pays hôte ajoute une couche de complexité qu'aucune mondiale précédente n'avait eu à gérer. Les critiques éthiques visant Infantino dépassent largement les pauses. Il existe des préoccupations sérieuses, documentées concernant sa proximité avec des figures politiques à Washington. Il y a eu un incident de visa médiatisé qui a empêché l'un des meilleurs arbitres africains d'entrer dans le pays pour travailler sur le tournoi. Et la controverse autour des revenus publicitaires liés aux pauses a ajouté une couche de cynisme qu'il est désormais impossible de dissocier de chaque conférence de presse où la FIFA parle du bien-être des joueurs. Quand l'organisation vous dit qu'une mesure vise à protéger les sportifs, de plus en plus de personnes, dans et hors du football, posent la même question. Qui d'autre en profite ? Et dans ce cas précis, la réponse est évidente. Fox Sports, voilà qui en profite. À hauteur de 250 millions de dollars environ. Voici les comptes. Selon les règles établies par la FIFA, une chaîne peut partir en publicité 20 secondes après que l'arbitre a signalé la pause et doit revenir 30 secondes avant la reprise. Cela donne à Fox 8 espaces publicitaires par match, 8 spots. Avec une moyenne prudente de 300 000 dollars pour une pub de 30 secondes dans les premiers tours, montant qui grimpe à environ 750 000 dollars par spot lors des matchs de l'équipe nationale masculine des États-Unis, le Sports Business Journal a fait les comptes et est arrivé à un minimum de 249 millions de dollars. Certaines estimations portent ce chiffre au-delà de 330 millions si le tarif moyen est monté à 400 000 dollars par emplacement. Interrogé sur son inventaire publicitaire, Fox a refusé de commenter. Voici le détail qui met tout à nu. Tous les chaînes ne passent pas de publicité pendant les pauses. Telemundo, qui détient les droits en espagnol aux États-Unis, ne coupe pas vers des spots durant les pauses. La BBC ne le fait pas. ITV non plus. Elle garde les caméras sur le terrain, sur les joueurs, sur les entraîneurs avec des ordinateurs portables entre les mains. Cela montre, au-delà de toute contestation raisonnable, que passer des publicités pendant ces 3 minutes n'était pas obligatoire, c'était un choix. Un choix délibéré, calculé, très lucratif, pris par Fox Sports. Et le fait que Fox soit dépassé la règle, en revenant tard, alors que le ballon avait déjà été remis en jeu lors d'au moins l'un des premiers rematchs, donc des supporters payants ont littéralement manqué du football de mondial en direct, dit tout de les priorités au sein de cette chaîne. On a donc une règle de la FIFA annoncée au nom du bien-être des joueurs, transformée par Fox Sports en moteur commercial de 250 millions de dollars, et Gianni Infantino répondant aux questions à ce sujet en disant aux gens de se détendre. La question que se pose tout le football est simple. Était-ce conçu ainsi dès le départ ? Le discours sur la protection des joueurs a-t-il toujours été une justification pour quelque chose qui consistait en réalité à découper les 90 minutes jusque-là intouchables en 4 quarts commerciaux ? Marcelo Bielsa, sélectionneur de l'Uruguay et l'un des tacticiens les plus respectés de l'histoire de ce sport, a dit le 21 juin ce que beaucoup pensent depuis le coup d'envoi. Il a déclaré que ces pauses n'apportent rien et retirent beaucoup. Il a parlé d'un changement de culture. Il a dit que jouer 4 fois au lieu de 2 modifie l'idée même de ce que le football a toujours été. Jürgen Klopp, qui commande des matchs pour la télévision allemande pendant cette mondiale, a été plus direct encore. Il a dit que la pause n'est utile qu'à la TV et aux sponsors. Rien de plus. Quand 2 des cerveaux footballistiques les plus intelligents de leur génération qualifient publiquement votre mesure de protection des joueurs d'exercice commercial, vous avez un problème de message qui ne disparaît pas en disant aux gens de se calmer. Les joueurs se retrouvent dans une position compliquée. Virgil van Dijk, le capitaine des Pays-Bas, a dit que les pauses étaient intéressantes, et ce n'était pas élogieux. Son problème n'est pas l'eau, c'est la dynamique du match. À chaque fois que l'arbitre siffle la pause, la diffusion coupe. Le rythme, cette dynamique qui se construit pendant 21 minutes consécutives de pression et de contre-pression, est effacée. Van Dijk a estimé qu'il fallait juger au cas par cas. S'il fait vraiment chaud, très bien. Mais imposer une interruption à chaque match, peu importe les conditions, n'a pas de sens à ses yeux. Le Belge Yuri Tielemans est arrivé à la même conclusion. Il a reconnu l'argument de l'équité. Si on le fait pour certains matchs et pas pour d'autres, on crée une inégalité. Mais il a dit que dans les villes plus fraîches, cette pause n'a tout pas sa place. Et c'est le piège que la FIFA a elle-même construit. À partir du moment où elle en a fait une règle universelle, elle s'est obligée à interrompre des matchs par 16 degrés à Toronto, dans un stade fermé, toit clos et climatisation en marche, parce que l'alternative, interrompre certains matchs et pas d'autres, aurait créé une autre controverse.
L'équité est devenue la cage, et presque tout le monde dans cette cage est mécontent. Les supporters ont été les plus clairs dans leurs ressentis. The Athletic a interrogé plus de 9000 de ses lecteurs et 76,4% ont jugé les pauses problématiques. Seuls environ 13% ont dit que ce n'était pas grand-chose. À peine 10% ont déclaré les apprécier réellement. Lorsque l'Angleterre a battu la Croatie 4-2 en phase de groupe, les supporters dans le stade ont hué distinctement lorsque l'arbitre a signalé la pause. Leur principal reproche n'était pas même la publicité. C'était la dynamique, c'était le sentiment qu'un match en train de monter en intensité se retrouvait soudain freiné brutalement au moment précis où le drame devait s'accentuer. Et un moment de ce tournoi l'illustre mieux que tout chiffre tiré d'un sondage de lecteurs. Allemagne contre Curaçao. La petite nation insulaire, qui faisait ses débuts en mondial, venait d'égaliser à 1-1. Elle dominait. L'Allemagne vacillait. 21 minutes de véritable magie de mondial, une petite équipe novice accomplissant ce dont sont faits les rêves de football. Puis l'arbitre a sifflé la pause. Le staff allemand a rassemblé l'équipe. Il a identifié les problèmes, il les a corrigés. L'Allemagne est revenue pour la seconde partie de la mi-temps avec une structure et un esprit différents. Elle a gagné le match 7-1. La pause fut-elle la seule raison ? Bien sûr que non. Curaçao n'est pas l'Allemagne. L'écart de talent est immense. Mais cette pause a offert à l'Allemagne une remise à zéro tactique gratuite exactement au moment où sa vulnérabilité était mise à nu. Elle a stoppé l'hémorragie avant qu'elle ne s'aggrave. Elle a donné à une équipe supérieure le temps de se réorganiser. Ce n'est pas de l'hydratation. C'est l'intervention d'entraîneurs déguisés en pause pour boire. Ce qui nous amène au groupe qui est peut-être le plus honnête sur ce qui se passe. Les entraîneurs. Pour la plupart, ils ont cessé de faire semblant qu'il s'agissait d'eau. Le Belge Rudi Garcia l'a dit en conférence de presse sans gêne. « Pour moi, c'est davantage une pause de coaching qu'une pause fraîcheur », a-t-il déclaré, et c'est très important. Le Français Didier Deschamps y a vu l'occasion d'ajuster 2 ou 3 choses, ajoutant clairement que nous avons désormais 4 quarts-temps et que les entraîneurs s'adaptent. Mauricio Pochettino a été photographié pendant une pause, montrant des séquences sur un portable à ses joueurs des États-Unis. Jesse Marsch a utilisé la pause du Canada pour remobiliser son équipe alors qu'elle cherchait l'égalisation. L'Espagnol Luis de la Fuente a soutenu les pauses avant le premier match de son équipe, reconnaissant que même lorsqu'il ne fait pas excessivement chaud, l'arrêt donne aux joueurs un moment pour récupérer et recevoir des consignes tactiques. Ainsi, ce que la FIFA vendait comme une mesure de pause, les entraîneurs l'ont unanimement converti en temps mort tactique. Une remise à zéro intégrée qui donne un avantage 2 fois par période aux staffs les mieux préparés. Le football n'avait jamais connu cela. Pas en mondial, pas dans les championnats nationaux, pas dans les compétitions européennes. Ce sport reposait sur l'idée qu'une fois le jeu lancé, le match appartient aux joueurs. Les entraîneurs peuvent crier depuis la ligne de touche, ils peuvent effectuer des remplacements, mais ils ne peuvent pas arrêter le chronomètre. Désormais, ils le peuvent, 2 fois par mi-temps. Et plus l'entraîneur est au bon, plus l'avantage est sans grand. Certains entraîneurs ont exprimé une critique plus ferme que Garcia ou Deschamps. Bielsa a été la voix la plus explicite, mais d'autres ont demandé si un sport bâti sur la continuité du jeu devait vraiment se remodeler autour d'intervalles commerciaux. La question qu'ils n'osent presque pas poser tout haut est de savoir si la dimension tactique de la pause avait été pensée dès le départ, ou si elle n'est qu'un effet secondaire accidentel d'une décision prise avant tout pour des raisons financières que personne à la FIFA ne veut reconnaître. La dimension politique de tout cela dépasse l'image publique d'Infantino. Des questions plus larges se posent sur ce qui arrivera après ce tournoi. Si Fox Sports gagne 250 millions de dollars grâce aux publicités diffusées pendant les pauses lors d'une seule mondiale, l'incitation à pousser pour rendre ces pauses permanentes, à les étendre aux retransmissions de la Ligue des Champions, aux contrats des championnats nationaux, au football féminin, à toutes les compétitions de la FIFA dans le monde, est immense. Les droits de diffusion sont renégociés régulièrement. Les annonceurs ont désormais vu la preuve que le modèle fonctionne. Une catégorie nouvelle d'inventaire premium a été créée dans un sport qui, jusque-là, ne disposait que de fenêtres avant le match, à la mi-temps et après le match. C'est une refonte fondamentale de la façon dont le football interagit avec les médias commerciaux. Et cela s'est produit sans vote, sans consultation des joueurs ni supporters et sans le moindre aveu public de la FIFA que les revenus faisaient partie du calcul. La FIFA d'Infantino connaît déjà ce terrain.
L'organisation a vécu des années dans l'ombre des scandales de corruption qui ont éclaté au grand jour en 2015, lorsque des procureurs fédéraux américains ont inculpé des dizaines de responsables de la FIFA pour des faits de corruption liés aux droits de diffusion, aux contrats marketing et aux décisions d'attribution de tournois pendant des décennies. La leçon que cette période a laissée, pour qui y prêtait attention, est que les justifications publiques de la FIFA pour ces grandes décisions correspondaient rarement aux intérêts financiers servis. La pause n'est pas un scandale de corruption. Personne ne l'affirme. Mais le schéma d'un grand changement structurel du sport, annoncé comme une mesure de protection, tout en générant des centaines de millions de revenus télévisés non déclarés, pendant que le président de la FIFA demande aux critiques de se détendre et que l'organisation refuse de commenter les calculs publicitaires, ce schéma a une forme que beaucoup de gens dans le football ont appris à reconnaître. La question de fond sous tout cela est de savoir à qui appartient le football. Pas juridiquement, pas en termes de droit de diffusion ou de statut de la FIFA, mais culturellement. Ce sport est devenu le jeu le plus populaire au monde grâce à certaines caractéristiques. Le jeu continu, un élan imprévisible, 90 minutes où tout peut arriver et où le temps continue toujours de s'écouler. Le football ne connaît pas les time-outs, il ne connaît pas les cartons publicitaires, il ne donne pas de bouton reset aux équipes en difficulté, ou plutôt, il ne le faisait pas. Jusqu'en juin 2026, lorsque la FIFA est entrée dans l'événement sportif le plus regardé de l'histoire humaine et a changé les règles. Bielsa l'a formulé très précisément. Avant cette décision, le football avait une caractéristique. Maintenant, il en a une autre. Les gens tombent amoureux des jeux à cause de leurs traits. Changer ces traits, vous changez la relation entre le sport et les personnes qui ont bâti leur vie émotionnelle autour de lui. Et vous ne pouvez pas dire à ces personnes de se calmer et de se détendre lorsqu'elles remarquent ce qu'on leur a retiré. Le débat décisif n'est pas celui qui se déroule dans les salles de presse ou sur les forums de supporters. C'est celui qui a lieu dans les salles de réunion entre les cadres de la FIFA et les partenaires de diffusion. Parce que si l'argent est aussi important que les chiffres le suggèrent, et les chiffres sont vertigineux, la pression pour étendre ce format sera implacable. Le seul contrepoids sera de savoir si les joueurs, les entraîneurs et les supporters parviendront à créer une pression publique assez forte pour imposer une autre discussion. Bielsa, Van Dijk, Tielemans, Klopp depuis la cabine de commentaires, ce sont des voix fortes. Mais ce sont des voix qui s'adressent à une négociation dont elles ne font pas partie. Ce que Fox obtient pour 3 minutes de jeu, c'est une pub en plein écran, pas une image dans l'image, pas un bandeau en bas de l'écran. Une coupure publicitaire. Celle qui nécessitait autrefois la mi-temps, celle qui exige que le match s'arrête réellement. Et la FIFA leur a donné cela. 2 fois par match, 104 matchs, à des tarifs qui reflètent le fait qu'il s'agit du contenu sportif le plus regardé de la planète. Le calcul devait forcément aboutir quelque part autour de 250 millions de dollars. La seule chose surprenante, c'est le peu de personnes à la FIFA prêtes à le dire tout haut. Et ce silence est l'élément le plus révélateur de tout ce débat. Chaque camp a une voix. Les médecins disent que les pauses devraient être plus longues. Les joueurs disent qu'elles devraient être contextuelles. Les supporters disent qu'elles devraient disparaître. Les entraîneurs ont décidé qu'ils les adoraient. Les diffuseurs comptent l'argent. Et la FIFA ne dit rien d'utile, parce qu'au moment où elle expliquera toute la structure financière de cette décision, le récit du bien-être s'effondrera. Alors à la place, l'organisation diffuse des communiqués sur la sécurité des joueurs, son président demande aux critiques de se détendre, et le match s'arrête à la 22e minute, qu'il fasse 38 degrés à Miami ou 16 à Vancouver, toit parfaitement fermé. Voilà le génie de la pause comme outil politique. Elle donne à chacun un sujet de débat. La chaleur, la dynamique du match, l'équité, la tactique, la culture du sport. Et tant que tout le monde se dispute en même temps sur tous ces sujets, personne n'a à répondre à la vraie question. Qui a décidé que 250 millions de dollars de revenus publicitaires valaient plus que l'âme de 90 minutes de football ininterrompu? Et pourquoi la réponse à cette question est-elle la seule chose que la FIFA refuse de dire tout haut?